Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment économiser 100 000 euros rapidement et décupler votre niveau d'épargne, et ça dès maintenant. Pas demain, mais dès maintenant si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin. Et oui, la plupart diront que ce n'est pas possible, mais je peux te garantir que si tu suis ces 7 étapes et les astuces que je vais donner dans cette vidéo, cela peut t'aider à booster ton épargne et à changer ta vie. Sur ce, n'hésite pas à prendre quelque chose pour prendre des notes et n'hésite pas à poser toutes tes questions dans les commentaires de cette vidéo. Allez, let's go pour la vidéo. Alors la première étape, c'est que tu dois déterminer tes objectifs d'épargne et en combien de temps tu veux avoir 100 000 euros d'épargne. Car si tu te dis, ça serait vraiment cool d'avoir 100 000 euros d'épargne rapidement, mais qu'au final, tu n'as pas une date précise, et bien tu ne vas pas réellement réussir à rester concentré. Car vous pouvez vous imaginer, économiser 100 000 euros, ça peut prendre des mois, des années, surtout en fonction de votre niveau de rémunération. Donc il faut arriver à être discipliné, mais il faut surtout avoir une date et un objectif. Pourquoi je vais économiser beaucoup d'argent? Et avoir une date dans combien d'années, dans combien de mois je vais avoir cet argent sur ce compte en banque et pourquoi faire. Pour réussir un objectif réaliste d'avoir 100 000 euros sur son compte en banque, moi je prendrai un objectif de 5 ans. Mais encore une fois, c'est vraiment votre objectif personnel, d'accord? Moi, j'ai commencé à travailler à 23 ans, j'ai voulu économiser énormément et en 3 ans, j'ai réussi à avoir plus de 100 000 euros sur mon compte en banque. Mais ça, c'est parce que j'ai été déterminé à avoir ces 100 000 euros le plus rapidement possible. Donc, épargner 100 000 euros, ça dépendra de vos objectifs et de la durée dans laquelle vous voulez réussir à les épargner et bien évidemment du niveau d'effort que vous allez mettre en place pour réussir votre objectif. Mais admettons 5 ans, juste pour mettre en perspective, 100 000 euros sur 5 ans, c'est 20 000 euros par an, c'est 1 667 euros par mois ou 56 euros d'épargne par jour. Alors oui, j'imagine déjà certains d'entre vous qui vont me cracher dessus dans les commentaires et me dire que c'est absolument pas réaliste. Mais pour ceux qui veulent vraiment changer leur vie, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez vite comprendre. Alors l'étape 2, c'est commence le plus tôt possible. Alors oui, c'est bête, mais il y a beaucoup de gens qui se fixent un objectif financier, un objectif d'épargne et qui se disent qu'ils vont commencer dès ce mois-ci, mais d'un seul coup, il va avoir ta copine Barbara qui va t'inviter à Courchevel et tu vas te dire, ok, c'est pas grave, je commencerai le mois prochain. Dis-toi quelque chose, c'est que si tu te fixes un objectif, le meilleur moyen de réussir, c'est de commencer dès maintenant, de mettre un plan d'action et de t'y tenir. Si tu veux épargner beaucoup d'argent, il faut bien évidemment faire des efforts, mais c'est possible et il faut être discipliné. Du coup, commence le plus tôt possible. Alors l'étape 3, c'est créer son budget. Si vous avez déjà regardé des vidéos de finances personnelles, il y a un élément qui revient toujours, votre budget. Et oui, parce que faire un budget, c'est vraiment une étape incontournable. Car faire le budget, c'est premièrement faire le point sur toutes vos dépenses que vous faites mensuellement, comprendre dans quoi on dépense, quels sont les plus gros pôles de dépenses que l'on a tous les mois et aussi analyser quelles sont les dépenses qui sont totalement inutiles. Alors pour faire ça, tu peux utiliser des applications en ligne où tu peux suivre tes dépenses. Tu peux utiliser aussi un tableau Excel, c'est ce que je fais pour suivre tes dépenses et aussi noter ton budget. Mais dans tous les cas, tu dois suivre tes dépenses et établir un budget. Le budget, c'est vraiment le montant d'argent que tu décides que tu vas dépenser chaque mois, ce qui te permettra d'avoir une épargne régulière si tu restes sur ton budget. Parce qu'imagine en général que la majorité des gens pensent dans des choses qui ne servent à rien. Et je vais te donner un exemple pourquoi. 40% des Français ont un crédit à la consommation. Ou tu as aussi un autre exemple classique, c'est les gens qui ont un abonnement à la salle de sport. Ils vont quasiment jamais à la salle de sport, mais ils continuent à payer tous les mois leur abonnement. On a tous des dépenses comme ça inutiles, il faut juste bien analyser et faire en sorte de les supprimer. Alors l'étape 4, c'est gérer ton argent. Et ça passe par la première chose qui est minimiser tes dépenses. Alors minimiser tes dépenses, ça ne veut pas dire dormir sous les ponts et manger des patates tous les jours. Ça veut dire rapidement à analyser et à réussir à éliminer les dépenses inutiles tous les mois. Ce que je te conseille pour commencer, c'est de te donner un mois pour analyser tes dépenses, noter toutes tes dépenses dans ton tableau Excel de suivi de dépenses et arriver à analyser quelles sont les dépenses qui ne servent absolument à rien. Et petit à petit, à commencer à les éliminer. Et d'ailleurs, voici 10 dépenses que vous pouvez facilement réduire, voire supprimer. Alors la première chose, c'est les abonnements inutiles. Par exemple Spotify, Amazon Prime, ça, tu peux les supprimer dès aujourd'hui. La deuxième chose, c'est les livraisons de repas à la maison. Forcément, si tu fais livrer tes repas à la maison, ça va te coûter plus cher. Deuxième dépense que tu peux éviter. La troisième dépense, ce sont les frais bancaires. Beaucoup de banques traditionnelles vont avoir des frais bancaires plus élevés. Si tu pars vers une banque en ligne, tu vas pouvoir éliminer les frais de carte et les frais
de compte. N'hésite pas à regarder combien tu dépenses en frais bancaires et où c'est que tu pourrais aller pour t'éviter ces frais. La quatrième chose, c'est les vêtements. Regarde bien dans ta garde-robe. Est-ce que tu mets tous ces vêtements régulièrement? Et si ce n'est pas le cas, ce sera encore une dépense qui ne servira pas à grand chose. La cinquième chose, c'est le tabac et l'alcool. La sixième chose, c'est les assurances redondantes. Des fois, tu vas pouvoir avoir, grâce à ta carte de crédit, des assurances qui seront incluses, des assurances de voyage ou etc. Tu n'as pas besoin de souscrire à une assurance dans ces cas-là. Donc regarde bien et évite les assurances qui ne sont pas nécessaires. La septième chose, c'est les applications et les jeux mobiles payants. Regarde les applications que tu payes et regarde réellement si tu en as besoin tous les mois. Le numéro 8, c'est les dépenses de voiture et ça, on en parlera un petit peu plus dans la vidéo. Le numéro 9, c'est les intérêts sur les prêts à la consommation. Si tu fais un prêt à la consommation pour acheter une télé, tu vas avoir des intérêts. Si tu n'achètes pas cette télé ou tu l'achètes potentiellement cash, tu vas t'économiser les intérêts pour le prêt à la consommation. Et la dernière chose, c'est les dépenses d'énergie inutiles. Par exemple, laisser allumer les lumières dans ton appartement ou mettre le chauffage trop fort. Tout ça, tu vas pouvoir contrôler et réduire tes dépenses. Mais en plus de comprendre ce que vous dépensez et ce qui passe sur vos comptes, j'ai une autre stratégie qui va vous permettre d'économiser encore plus d'argent. Et ça, c'est super efficace parce que vous pouvez l'appliquer dès maintenant, ce qui peut vous permettre d'économiser dès que vous recevez votre salaire. Je m'explique. Alors, cette stratégie, c'est se payer en premier tous les mois. L'idée est très simple. Donc, si vous avez un objectif d'épargne de 20% de vos revenus, vous transférez à la réception de votre salaire vos 20% sur un compte séparé. Et ce que vous allez faire, si vous avez déterminé que vous dépensez par exemple 1200 euros par mois sans les dépenses de loyer et les dépenses récurrentes, ces 1200 euros par mois, vous allez les transférer sur un autre compte. Et vous savez que ces 1200 euros est ce que vous pouvez dépenser maximum par mois. Et vu que vous n'aurez que ça sur ce compte, et bien du coup, ça va vous aider à vous contrôler et à ne pas dépenser plus d'argent parce que dans tous les cas, il n'y en aura pas plus. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire, c'est pas possible de faire ça avec un petit salaire. Mais encore une fois, ça ne change rien. Que vous ayez un petit salaire ou un gros salaire, il y a des gens qui gagnent 10 000 euros par mois et qui dépensent 9 998 euros par mois. Ok? Dans tous les cas, ça ne change rien. Mais si vous mettez cette stratégie en place, c'est super efficace parce que vous vous payez un premier, vous déplacez votre épargne en premier et vous mettez de l'autre côté que ce que vous avez besoin de dépenser par mois. La cinquième étape, c'est réduisez vos plus grosses dépenses mensuelles. Et ça va passer par la plus grosse dépense que la majorité des gens ont, les dépenses de logement. Il faut savoir que d'après une étude de l'INSEE, les Français vont dépenser environ 27% de leur budget mensuel dans les dépenses de logement. Et les petits salaires vont même dépenser jusqu'à 50% de leur salaire dans les dépenses de logement. Ce qui fait que c'est extrêmement important de pouvoir regarder comment réduire ces dépenses de logement et qu'il y ait une opportunité vraiment intéressante pour arriver à économiser beaucoup d'argent. Mais tu vas me dire, plus facile à dire qu'à faire. Je te donne quelques options. Alors la première chose, c'est que si tu es dans un appartement où tu as plusieurs chambres, si tu utilises une chambre, tu peux créer une petite coloc et tu vas pouvoir louer les autres chambres. Dans ces cas-là, ça va te permettre de réduire considérablement ta location mensuelle et potentiellement de gagner aussi un petit peu d'argent. La deuxième chose que tu peux faire, c'est potentiellement changer de quartier. Tu habites dans un quartier où les prix sont beaucoup plus élevés à la location, tu peux peut-être changer de quartier ou potentiellement aller à l'extérieur de la ville pour réduire considérablement tes frais de logement. La troisième chose que tu peux faire, c'est qu'aussi tu peux passer sur une surface plus petite. Si tu as un appartement T2 et que tu vis tout seul, peut-être que vivre dans un studio, ce sera plus intéressant au niveau du prix du loyer. Et si tu es propriétaire, tu peux regarder premièrement baisser tes frais d'assurance. Tu peux aussi regarder arriver à économiser plus sur le chauffage, arriver à économiser plus sur l'électricité. Et tu peux également faire de la location courte durée, louer ta résidence principale sur un certain nombre de jours de l'année quand tu pars en week-end ou quand tu pars en vacances. Et ces revenus complémentaires vont réduire fortement tes dépenses de logement, voire te faire gagner de l'argent encore une fois. Mais il y a une autre dépense et ça, c'est les dépenses de transport. Alors, je vous donne un exemple. Si vous achetez une voiture neuve qui vous coûte 20 000 euros, que vous faites cet achat en crédit à la consommation, pour ces 20 000 euros, vous allez payer 350 euros par mois environ pendant 5 ans. Et ça va inclure, bien évidemment, les taux d'intérêt que vous allez payer à la banque aux alentours de 6-7%. Mais en plus que ça vous coûte 350 euros par mois, quand vous achetez une voiture neuve, après un an d'utilisation, la valeur de la voiture aura baissé de 30%. D'accord? Votre voiture ne vaudra plus que 14 000 euros. Donc là, vous avez déjà perdu 6 000 euros sur le papier et en plus de ça, vous allez continuer à payer 350 euros par mois pendant 5 ans. Même si vous faites un leasing, ça va vous coûter en moyenne 300 euros par mois. Il faudra rajouter 80 euros d'assurance par mois et il faudra bien évidemment rajouter les frais de carburant que vous allez avoir tous les mois et ça peut vite monter à plus de 700 euros par mois. Mais pour nous, c'est plutôt une opportunité, encore une fois, pour épargner beaucoup d'argent. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà vous vendez cette voiture. Vous la vendez le plus rapidement possible, vous supprimez
votre crédit à la consommation, vous supprimez vos 350 € par mois. Du coup, vous supprimez et vous réduisez un maximum le nombre d'intérêts que vous allez payer à la banque et vous achetez une voiture qui va vous coûter 3 000 ou 4 000 €. Bien évidemment, cette voiture sera plus âgée, mais c'est pas grave. Mais vous irez toujours d'un point A à un point B beaucoup moins cher. Vous allez négocier et faire le tour des assureurs pour avoir une bonne assurance et réduire ses frais d'assurance. En plus, quelque chose qu'il faut faire très attention, c'est regarder et analyser réellement combien de kilomètres vous roulez par an. Si vous roulez 8 000 km par an et que vous payez pour une assurance de 15 000 km par an, là, vous allez pouvoir réduire aussi fortement vos frais d'assurance. La dernière chose, si tu habites en ville et que tu as une voiture et que tu gares cette voiture juste pour partir en week-end, réfléchis bien. Franchement, ça coûtera beaucoup moins cher d'utiliser les transports en commun. Et pour tes week-ends, tu peux toujours louer une voiture à la journée qui te coûtera 30 € ou tu peux toujours aussi partir en week-end avec des amis qui ont la voiture. Alors encore un pôle de dépenses où la majorité des Français dépensent beaucoup d'argent, c'est la nourriture. Oui, après, il faut bien manger, on est d'accord. Sauf que pour être plus sérieux, vous pouvez économiser jusqu'à 10 € par jour si vous évitez d'acheter votre repas à l'extérieur pour le midi quand vous allez au boulot. Par exemple, amenez votre repas au boulot et vous allez économiser beaucoup d'argent. Ça va vous coûter 2 € de le faire à la maison au lieu de 10 € si vous l'achetez à l'extérieur. Et bien évidemment, vous pouvez économiser des centaines d'euros par mois si vous évitez de manger à l'extérieur le week-end et si vous évitez de vous faire livrer la nourriture comme je l'ai déjà dit. Réfléchissez bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter des pâtes 20 € quand vous pouvez les faire à la maison pour 2 €? Franchement, le choix est rapidement fait, surtout si vous avez un objectif qui est plutôt ambitieux d'économiser 100 000 €. Et une autre chose super importante que la majorité des gens ne pensent pas, mais il y a une dépense que vous pouvez réduire tous les ans, et ça, c'est les impôts. Tu peux réduire tes impôts en déduisant tes frais réels, tes frais qui sont réellement liés à ton boulot par exemple, des frais de nourriture, des frais de transport, des frais de matériel pour améliorer ton confort dans le travail. Ça, tu peux les déduire de tes impôts. Tu as le choix, soit tu utilises l'abattement forfaitaire de 10% qui est dans tous les cas inclus quand ils font le calcul des impôts, soit tu calcules réellement tes frais réels et tu vas pouvoir les déduire du coup de ta base imposable. Donc si tu as 2 000 € de frais réels, ça va pouvoir réduire ta base imposable et du coup réduire fortement tes impôts et économiser des centaines d'euros. Aussi, tu peux avoir des crédits d'impôt. Par exemple, si tu as des enfants, tu vas pouvoir avoir un crédit d'impôt pour les frais de garde de tes enfants. Ça aussi, c'est non négligeable. Alors, l'étape 6 maintenant, c'est augmente tes revenus. Alors, disons que tu es déjà frugal et que tu arrives à économiser 1 000 € par mois. Bravo, c'est déjà une première étape. Mais tu souhaites économiser 1 667 € parce que tu as l'objectif de mettre 100 000 € de côté en 5 ans. Et bien, la technique la plus efficace pour arriver à cet objectif d'épargne, c'est d'augmenter tes revenus de 667 € par mois. La première chose, c'est que tu peux demander à ton patron de renégocier ton salaire en justifiant la valeur ajoutée que tu apportes à l'entreprise. Et si ton patron ne veut pas, tu peux toujours lui demander plus de responsabilités et prouver la valeur que tu as envers ton patron et envers l'entreprise pour pouvoir, du coup, dans ces cas-là, négocier un salaire supérieur. Mais si ton patron ne veut pas, dis-toi que changer de job peut t'augmenter en moyenne de 20 à 30% ton salaire. Donc, n'hésite pas aussi à regarder les jobs qu'il y a sur le marché et potentiellement changer d'entreprise. Et s'il n'y a pas réellement de job sur le marché ou si ton job est vraiment très peu payé en général, dis-toi que tu peux apprendre une nouvelle compétence, tu peux regarder tout type de vidéos, apprendre une nouvelle compétence et d'un seul coup passer d'un job qui va te payer 10 € de l'heure à un job qui va t'en payer 50 € de l'heure. C'est possible, renseigne-toi, mais il y a vraiment des opportunités. Mais sinon, si tu veux pas te casser la tête, tu peux trouver un emploi qui va t'employer quelques heures le soir voire le week-end pour arriver à gagner rapidement plus de 500 € par mois. Je suis d'accord, c'est des efforts supplémentaires, mais ce sera relativement facile à trouver et tu vas pouvoir arriver à ton objectif rapidement. Encore une fois, c'est des efforts supplémentaires, mais imagine-toi avoir 100 000 € sur ton compte en banque que tu vas pouvoir investir pour ton indépendance financière. Je pense que franchement, ça vaut le coup. Et le dernier point, c'est que tu peux aussi créer ton petit business. Admettons que tu es photographe, tu peux aller démarcher des gens qui cherchent des photographes pour leur mariage et arriver à te faire un complément tous les mois. Regarde bien et je peux te garantir qu'avec quelques heures de travail et ton petit business, tu peux arriver à te générer des revenus complémentaires facilement. Tu as fait toutes les étapes précédentes, tu arrives à épargner tous les mois, mais est-ce que tu pourrais potentiellement arriver à ton objectif des 100 000 € d'épargne plus rapidement en investissant ton argent? Et bien effectivement, c'est ce que tu peux arriver à faire. Si par exemple, tu investis 1 300 € par mois dans un fonds d'investissement qui est par exemple annexé au SP500,
aux États-Unis qui génère un rendement moyen de 8% par an. Sur 5 ans, en investissant tous les mois 1300 euros, tu vas arriver avec les intérêts composés à avoir 100 000 euros d'épargne. Tu as d'autres techniques d'investissement. Si par exemple tu achètes ta résidence principale grâce à la banque et que tu utilises un levier bancaire, tu vas pouvoir dans ces cas-là acheter une résidence principale et la revendre. Pourquoi? Parce que tu as une plus-value qui est exonérée quand tu es propriétaire de ta résidence principale. C'est-à-dire que si tu achètes une maison à 100 000 euros ou un appartement et que tu le revends 150 000 euros, les 50 000 euros de plus-value seront exonérés d'impôts. Et ça peut te permettre, et du moins c'est un véhicule d'investissement qui peut te permettre d'arriver beaucoup plus rapidement à ton objectif des 100 000 euros d'épargne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur. Si vous suivez réellement ces 7 étapes et si vous vous attardez à essayer de réduire les dépenses majeures que vous avez tous les mois en essayant d'utiliser un tracker pour essayer de suivre vos dépenses, je peux vous garantir que rapidement, vous allez réussir à augmenter votre niveau d'épargne. Et si vous vous mettez un objectif précis, demain, vous allez avoir 100 000 euros sur votre compte en banque que vous allez pouvoir investir et qui vont rapidement devenir 150 000, 200 000, 300 000. Mais les 100 000 premiers euros sont les plus difficiles à aller chercher. Faites le nécessaire et un peu plus d'efforts que d'habitude et changez votre vie. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!